Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver, surtout en cette nouvelle année 2024. Mon souhait le plus cher pour vous, c'est que vous restez en bonne santé. Et je suis rassurée qu'avec les programmes santé qui passent sur votre chaîne Santé S Docteur TV, tout est au complet pour que votre année 2024 soit munie d'une santé parfaite, mais aussi plein de succès dans vos entreprises, plein de succès pour vos projets. Je suis rassurée que vous allez passer une excellente année. Et parce que votre émission Les Jeunes en parlent tient à cœur la santé des jeunes, des adolescents et surtout de vos enfants, nous voulons débuter cette nouvelle année avec des conseils précieux pour vous, pour que, en tant que parents, en tant que grand frère, en tant qu'éducateur, vous ayez les informations nécessaires pour mieux encadrer vos enfants. Aujourd'hui, il est question de parler de l'orientation sexuelle. Bien évidemment, vous en écoutez et vous restez peut-être catégorique pour certains que Dieu a créé l'homme et la femme et que cette situation ne pourrait que se passer qu'en Occident. Tenez-vous bien, cela se passe sous nos cieux et il est donc important d'avoir des informations nécessaires avant des fois de poser un jugement. Je vous laisse donc suivre cette vidéo à Mise de la TBF et après on revient pour en discuter en long et à large. À tout à l'heure. L'orientation sexuelle décrit qui vous attire, de qui vous pouvez tomber amoureux et avec qui vous pouvez avoir une relation sexuelle. Tout le monde a une orientation sexuelle et il existe différents mots pour décrire les différentes orientations sexuelles. De nombreuses personnes connaissent des termes comme hétérosexuel, gay, lesbienne, bisexuel. Mais ce ne sont pas les seules orientations sexuelles existantes. Par exemple, certaines personnes se disent pansexuelles, ce qui signifie qu'elles sont attirées par des personnes de tous les genres. De nombreuses personnes pansexuelles estiment que le genre a peu à voir avec leur attirance. En d'autres termes, elles sont attirées par une personne, mais pas par son sexe. Certaines personnes sont asexuelles. Les personnes asexuelles ne ressentent que peu ou pas d'attirance sexuelle pour d'autres personnes et n'ont que peu ou pas d'intérêt à avoir des relations sexuelles ou à adopter des comportements sexuels. De nombreuses personnes asexuelles ressentent néanmoins une attirance romantique. Elles ressentent de l'amour ou de l'affection, mais ne ressentent pas nécessairement d'attirance sexuelle. Les personnes démisexuelles ne ressentent une attirance sexuelle que lorsqu'elles ont une forte connexion romantique ou émotionnelle avec une personne. Ce ne sont là que quelques-unes des étiquettes que les gens utilisent pour décrire leurs orientations sexuelles. Certaines personnes n'aiment pas du tout utiliser d'étiquettes et c'est très bien ainsi. Il existe de nombreux autres termes pour décrire l'éventail complet et diversifié des êtres humains. Et c'est une très belle chose. De retour sur le plateau, Les Jeunes en parlent, votre émission qui aborde sans tabou de toutes les thématiques qui ont lien avec la santé des adolescents, des adolescentes et des jeunes. Je suis rassurée qu'en suivant cette vidéo, vous êtes posé beaucoup de questions sur les nouveaux termes et que vous vous êtes rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Ne vous inquiétez pas, nous avons des spécialistes pour vous apporter beaucoup plus de lumière lorsqu'on parle de l'orientation sexuelle. Et il s'agit donc de Monsieur Jules Monté Brokoum. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Non, vous ne l'avez pas écorché, vous l'avez très bien prononcé, Madame Docas. Bonjour Monsieur Jules, comment vous allez? Je vais bien, Madame Docas. Super. Alors, il est assistant programme et il est chargé de la mobilisation des ressources au niveau de l'ATBE. Cela voudrait dire que si vous avez besoin d'argent, il faut venir le voir. Les ressources, il y en a financières, matérielles, mais beaucoup plus financières. Moi, je sais de quoi je vous parle. Ou bien, avant de partir, vous allez me glisser un peu. Donc. Ou bien, n'est-ce pas? Il n'est pas seul parce qu'au niveau de l'ATBEF, ils ont un slogan, c'est que le jeune est leader. Et on a donc un volontaire du mouvement d'action des jeunes, M. Larry Dameta. Ouais. Bonjour, M. Larry. Il dit toujours qu'on écrit son nom ici, mais bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Oui, cette fois, c'est la bonne. Bonjour, Docas. Comment ça va? Ça va très bien. Super. Je vais bien aussi, mais cela ne te semble pas t'intéresser, M. Dameta. Ça veut dire quoi, Dameta? Dameta, c'est suivre le pas de ses ancêtres. D'accord. Et des fois, je me fais appeler Dams. Suivant le pas alors. S, c'est le nom de ma maman qui sonne. Donc, je suis le pas de ma mère. De ta mère. Pourquoi pas celui de ton père? Parce que j'ai plus d'affection de la part. Excusez-nous. Voilà, quand on parle de l'orientation sexuelle, il y a plus d'affection pour sa maman. Désolé, papa Dameta. Vous allez régler ça après entre vous. Alors, lorsqu'on parle d'orientation sexuelle, qu'est-ce qui te vient directement en tant que un jeune, un être humain comme de mortel, ce qui me vient à l'esprit, c'est souvent quand on parle de ça, on pense directement à des, c'est-à-dire des homosexuels, surtout des homosexuels. Directement quand on parle de ça, c'est ce qui nous vient à l'esprit, mais apparemment,
il y en a d'autres thématiques qui rentrent en compte. Ce n'est pas que de l'homosexualité. Donc, je pense qu'avec les spécialistes, on va découvrir encore plus. Ce qui rentre dedans. Alors, monsieur Jules, lorsqu'on enlève l'étiquette de spécialiste, parce qu'on a quand Oui, même c'est ça. cette notion, Ouais. lorsque vous entendez orientation sexuelle dans une discussion, ou peut-être en discutant avec quelqu'un, qu'est-ce qui vous vient directement à l'idée? Merci, Dorcas. Au prime abord, un bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de radio SOS, de la télé SOS Docteur TV. Merci, et comme dans le même siège que Dorcas, bonne heureuse année 2024 à vous tous. Et donc, heureux d'être ici pour échanger sur les questions d'orientation sexuelle. Lorsqu'on parle d'orientation sexuelle, ce qui vient en esprit, spontanément à mon esprit, c'est la question d'attirance sexuelle, la question d'attraction sexuelle. Et aussi, quand on parle d'orientation sexuelle, c'est les différentes catégories. Et il y a l'identité de genre, les concepts d'identité de genre qui viennent aussi. La communauté LGBTQ, dont on parle de plus en plus, qui sont de plus en plus visibles. Les LGBTQ, comme la vidéo Ames l'a présenté, c'est les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transsexuels, les queers, et puis il y a qui sont les intersexués. Je pense que nous allons les aborder au fur et à mesure. C'est les questions de violence aussi. Lorsqu'on parle d'orientation sexuelle, me viennent en esprit, en tant qu'acteur dans le domaine de la santé, et on se rend compte que le fait d'être différent, d'avoir une orientation sexuelle différente de celle des autres, qui est l'orientation sexuelle prédominante, qui est l'hétérosexualité, constitue quelquefois un facteur qui déclenche à l'endroit de ces personnes-là de la violence, de la stigmatisation, de la discrimination, ce qui a un effet sur la réalisation justement des droits en termes de santé vis-à-vis de ces communautés qu'on qualifie de minorités sexuelles. Me vient aussi en esprit, par exemple, les enquêtes de séroprévalence que le Conseil national de lutte contre le sida et les IST mène de temps en temps. En 2017, par exemple, les enquêtes du Conseil national de lutte contre le sida et les IST, dans cette enquête comportementale au niveau des populations clés, les populations clés qui sont les gays, les HSH, c'est la terminologie appropriée au niveau de la lutte contre le sida, les UDI, les usagers de drogues injectables, les professionnels de sexe, les détenus. Voilà. Selon cette enquête qui a été réalisée, c'était l'enquête de deuxième génération en 2017, on dénombrait par exemple 6100 HSH, les HSH, qu'on peut, dans le terme communément, on les appelle les gays ou les homosexuels. Donc il y avait 6100 gays, parmi lesquels on pouvait identifier 5,8 mineurs. La dernière enquête qui vient d'être réalisée en 2022, selon les estimations les plus moyennes, on se chiffre à 13 000 HSH sur toute l'étendue du territoire, et dans les estimations les plus optimistes, on se retrouve autour de 35 000. Donc, ce qui dit que les questions d'orientation sexuelle, ce n'est pas des questions fictives, c'est des faits réels qui existent, c'est des personnes comme vous et moi qui existent, qui ont des orientations qui ne sont pas toujours celles de la plupart des gens. Et leur coexistence avec la population générale pose des problèmes de jouissance de leurs droits, de protection de la population de manière générale. Et d'où l'importance de ces discussions pour que les jeunes comme les parents, les spécialistes, les enseignants puissent savoir comment échanger avec justement les jeunes, avec les enfants, pour créer un environnement sécurisé, un environnement de tolérance
vis-à-vis des différentes orientations sexuelles qui existent. C'est vrai. Mais là, lorsqu'on suit les chiffres d'habitants, on se rend compte que ce n'est pas des personnes isolées, comme il a dit à la fin de son intervention. Est-ce que ça te choque pas? Parce que lorsqu'on parle de gays, comme il a dit, on a l'impression que c'est juste une petite portion, 2 ou 3 personnes qui descendent sur Terre pour créer la zizanie, selon les histoires. Mais si juste sur notre petite Terre, ici, notre petite nation, notre petit univers, comme on aime l'appeler, on se retrouve à des chiffres comme ça, qu'est-ce que cela te dit? Bon, auparavant, je pensais que l'émission était finie, vu qu'il avait tout dit là. Donc, je me disais qu'on a fini l'émission comme ça. C'est même pas encore fini, on va encore apprendre. Ok. Bon, en voyant ces chiffres, ça montre vraiment l'importance de cette thématique dans notre milieu, surtout qui est vraiment, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment amplifié, qui est vraiment méconnu. On a pas assez d'informations sur cette thématique. Donc, ça montre qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Surtout en Afrique chez nous, ça montre qu'il y a beaucoup de choses. Donc, en gros, c'est ça. Hein. Il faut... Et même si on veut rester dans cette question de séroprévalence, on remarque qu'il y a de nos jours beaucoup plus de projets, surtout sur les thématiques liées aux infections sexuellement transmissibles, la lutte contre le VIH-Sida, qui s'intéressent beaucoup plus à ces populations clés. Et ça veut dire que c'est leur mode de vie qui faciliterait peut-être la transmission rapide entre eux. Quelque part, ça, la façon dont vous l'abordez constitue justement certains biais et que nous considérons comme des stéréotypes, une manière assez globalisante d'appréhender cette communauté. Et la séroprévalence au niveau de cette catégorie, particulièrement les homosexuels, on constate que en 2017, selon les enquêtes, elle tournait autour de 22%, alors que dans la population, c'était déjà descendu autour de 2,5%. Actuellement, on est autour de 1,5, 1,7%. Mais la dernière enquête indique que la séroprévalence, elle a baissé de 2007 à 2022. Elle a baissé, elle est partie de 22% à 8,7%. Donc, il y a une baisse. Ce qui explique qu'est-ce qui fait que la lutte se mène dans la population de manière générale et il y a une baisse de la séroprévalence, mais à leur niveau, la baisse est un peu lente. Oui. C'est justement ce qui la stigmatisation, la discrimination dont ils sont victimes, qui fait qu'ils sont faiblement couverts par les programmes de riposte contre le VIH. Et donc, de plus en plus, la lutte va vers eux. Vous avez vu la dernière journée mondiale de lutte contre le sida. Et la thématique, c'était de donner le lead aux communautés. Voilà. Donc, les communautés, surtout les plus infectées. Quand on parle de population clé, et les homosexuels ou les HSH au Togo constituent une des populations clés. C'est qu'au sein de cette communauté-là, la prévalence est quelquefois 10 fois supérieure à la prévalence de la population générale. Ce qui pose de manière claire un problème de santé publique. Et donc, ce qui doit intéresser tout acteur. Donc, la prévalence élevée est un symptôme de leur marginalisation de la société. Et donc, une sorte d'interpellation quelque part, de faire attention et comment faire pour qu'ils puissent facilement utiliser les services de santé. S'ils les utilisent, ils vont être protégés. Parce qu'aujourd'hui, les traitements sont tels que si vous êtes séropositif et vous suivez correctement le traitement, vous n'êtes pas contaminant. Voilà. Si c'est élevé, c'est qu'il y a un problème au sein de cette communauté et donc beaucoup de ressources sont donc focalisées sur eux. Le but ou les engagements au niveau mondial, c'est de pouvoir éliminer le VIH à l'horizon 2030. Voilà. Et aujourd'hui, en 2022-2023, au sein de cette communauté, on tourne autour de 8,7. Est-ce que d'ici 7 ans, voilà. il y a encore 6 ans, non 6 ans, et tant qu'il y a un réservoir où le VIH persiste, ce réservoir de VIH-là n'est pas menaçant seulement pour ce groupe, il est menaçant pour toute la communauté. Et donc, d'où l'importance de pouvoir
les accepter et les amener. Et ce climat d'acceptation, de tolérance va permettre qu'ils puissent utiliser facilement les services de santé. Et tant qu'ils sont protégés, c'est toute la communauté donc, qui est protégée. Qui est protégée. Alors, lorsqu'on parle de l'orientation sexuelle, Demetar, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en termes de définition ou en termes d'explication à quelqu'un, si on laisse les clichés, les préjugés que nous avons, en réalité, de quoi il s'agit? Ouais, et je pense que notre spécialiste avait déjà écorché le sujet. C'est-à-dire qu'on parle d'orientation sexuelle, c'est-à-dire c'est l'attraction sexuelle, peu importe le sexe, probablement c'est l'attirance. C'est l'attirance sexuelle, peu importe le sexe de la personne en face, de la personne opposée. Donc en gros, je peux dire que c'est ça. Hein. On va prendre encore d'autres explications à la thématique. Oui, c'est Damtare, non? Oui. Voilà, donc il a donné la bonne réponse. L'orientation sexuelle concerne l'attirance ou l'attraction sexuelle qui peut exister entre des personnes de sexe différent ou en fonction ou de même sexe, voilà, ou de manière combinée, parce que une personne peut avoir aujourd'hui une attirance sexuelle vis-à-vis du sexe opposé, et puis ça peut évoluer dans le temps et changer. Et le lendemain, il va avoir de l'attirance sexuelle vis-à-vis du même sexe. Voilà. Et puis, dans les explications, dans le passage précédent, à travers le film Amaze, donc on a vu qu'il existe différentes sortes de catégories d'orientation sexuelle, où on parle d'asexuels, des personnes qui ne ressentent aucune attirance sexuelle, ou de personnes bisexuelles, voilà, des personnes qui de temps en temps ont de l'attirance vers le sexe opposé, mais ils ont également de l'attirance vers le même sexe, ou l'hétérosexuel, où donc là c'est l'attirance entre des personnes de sexe opposé. Donc c'est l'attirance, ce qui diffère de l'identité de genre. Voilà, donc c'est des concepts qui sont un peu proches, mais l'orientation sexuelle, c'est l'attraction ou l'attirance. Alors que l'identité de genre, c'est la perception que la personne a d'elle-même. Voilà, par rapport à son sexe assigné. Voilà, le sexe assigné, c'est le sexe qu'on attribue à l'enfant à la naissance. Lorsque on regarde entre les cuisses, on dit « Ah, c'est un garçon ». Donc, on lui donne le sexe masculin. Oui. Lorsque c'est plutôt le sexe féminin, on dit « Voilà, c'est une fille ». Donc, c'est le sexe assigné à la... Mais dans le comportement de genre, certaines personnes ont le sexe féminin, mais ne se sentent pas femmes. Et donc, ces personnes-là qui ont la sensation d'être hommes alors qu'ils ont un sexe femme, on les appelle des transgenres. Voilà. Et c'est la même chose aussi pour un garçon qui peut avoir le sexe masculin, mais se sentir dans le corps d'une femme. Et donc, ça crée diverses sortes d'identités de genre. Voilà. Ça, c'est la perception que l'individu a de lui-même à travers le rôle sexuel que la société attribue dans la communauté. Mais est-ce que cela, je dirais même, ça a forcément un impact sur son orientation sexuelle? C'est-à-dire, si je me sens femme, est-ce que je dois forcément être attirée par un homme, même si peut-être le sexe attribué physiologiquement, c'est un sexe masculin, ou peut-être notre identité de genre n'a aucun lien avec notre orientation sexuelle? Justement, l'identité de genre n'a aucun lien avec l'orientation sexuelle. Quelqu'un, un homme peut se sentir femme, voilà, peut se sentir femme, mais sexuellement être attiré par une femme. Voilà. C'est la même chose. Une femme peut se sentir homme et être
et ne pas être attirée donc, par l'homme. Et donc, elle va avoir une tendance lesbienne plutôt. Elle va avoir une tendance d'être attirée plutôt par les femmes. Donc, et généralement, l'identité de genre, c'est que il faut questionner la personne elle-même pour qu'elle puisse vous dire de quelle identité elle est. Voilà. Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on sait? Parce qu'on a un peu l'impression que nous avons grandi dans une société où on te fait savoir que tant que tu as un appareil masculin, tu es un homme. Bien sûr. Tant que tu as un appareil féminin, tu es une femme. Oui. Et tu dois être obligatoirement attiré par le sexe opposé. Oui. Et c'est une question qui ne se pose même pas. C'est pas si tu as fait la remarque d'Avita. Ce sont des questions qui ne se posent même pas. On avait toujours cette impression que ce sont des phénomènes qui se passent à l'extérieur. Voilà. Ici en Afrique, les hommes ne sont attirés que par des femmes. Et Oui, vas-y. Tu dis alors que c'est plein en Afrique. Oui, parce que tout dernièrement même, il y a eu des mouvements des personnes homosexuelles qui ont été frappées, qui ont été battues, qui ont été emprisonnées parce qu'à cause de l'exhibition sur les réseaux sociaux, etc., beaucoup de choses. Et là, on se rend compte au fait que ce sont des phénomènes qui existent. Bien sûr. Maintenant, là, je me demande, est-ce que tu en as déjà entendu parler au cours des activités, des hommes qui te disent qu'ils se sentent femmes ou des femmes qui disent qu'ils se sentent hommes, etc. Moi, personnellement, jamais entendu. En tout cas, peu de personnes n'ont osé me dire ça quand même. Peut-être qu'ils se mettent. Voilà, personne n'a osé me dire, mais c'est juste sur les réseaux sociaux, comme tu l'as dit, que peut-être d'autres s'affichent sur les réseaux sociaux, mais alors que, bon, au Togo aussi, c'est pas autorisé, ces genre de trucs. Parlons de ça même. Moi, et parlons de, c'est-à-dire c'est-à-dire ceux qui font c'est-à-dire ceux qui sont à l'encontre des homosexuels, c'est-à-dire tu peux pas être d'accord avec quelqu'un, mais sans toutefois, il faut respecter son choix, faut savoir respecter son choix. Moi, par exemple, si j'ai quitté TikTok, c'est à cause des homosexuels. Mais quand je croise quelqu'un, il a des... Ils t'ont fait quoi, les homosexuels? Non, en fait, quand il était sur TikTok, il publiait les trucs, il s'affichait les trucs, moi, j'aimais pas. Mais ça n'est pas du que parce que moi, c'est pas ton attirance que tu me plais. Voilà, mais ça n'est pas du que quand je le vois, je vais le faire du mal, comme ils ont fait, comme tu l'as dit, à la plage, ils donnent des coups. Tu respectes ça, tu respectes en tant que, c'est-à-dire son orientation sexuelle, en tant qu'être humain, voilà, l'orientation sexuelle, tu respectes. C'est pas parce que tu n'es pas de la même orientation sexuelle avec une personne que tu vas te mettre comme son ennemi contre lui, donc c'est ça. Alors, monsieur Jules, quel était votre avis par rapport à cette situation qui s'est passée? D'abord, des homosexuels qui ont été frappés au niveau de la plage, un homosexuel qui a été emprisonné également, et on en est où? Oui, des homosexuels qui sont frappés, des homosexuels qui sont emprisonnés, c'est justement, bon, moi, j'ai eu la chance ou l'opportunité de travailler sur des programmes un peu adressés à l'endroit de ces communautés, dans le cadre de la riposte contre le VIH et puis dans le cadre des questions de santé sexuelle de manière générale. Et donc, c'est des personnes que j'ai côtoyées dans le cadre professionnel, dont j'ai travaillé avec eux. Et donc, ils sont généralement victimes de violences dès lors qu'on identifie leur orientation. Donc, rapidement, les gens réagissent de manière répulsive, quelquefois de manière agressive vis-à-vis d'eux. Alors que le fait que ces personnes-là soient différentes ne devrait pas être une situation qui déclenche des situations de violence à leur endroit. Nous tous, nous savons aussi que le cadre juridique dans notre pays est pénalisant vis-à-vis des homosexuels. Et donc, certaines pratiques sont visées par le code pénal. Et donc, ces dispositions juridiques renforcent justement les normes sociales qui sont assez violentes vis-à-vis de ces communautés-là, ce qui explique le phénomène de violence vis-à-vis d'eux lorsque ils sont vus dans les rues, lorsque surtout ils s'exhibent. Parce que de plus en plus, c'est des communautés qui sont visibles. Et donc, c'est des personnes qui se sentent elles-mêmes. Pendant longtemps, on a considéré que l'homosexualité, par exemple, était une maladie. Mais aujourd'hui, si on pose la question, est-ce que l'homosexualité, c'est une maladie? La réponse à cette question-là n'est pas évidente. La question à cette réponse n'est pas évidente. Il y a des prêtres qui écrivent des ouvrages et qui questionnent la question de l'homosexualité.
Hein. Et il y a un prêtre, justement, par exemple, qui a écrit un ouvrage sur éducation sexuelle et mariage en Afrique, une éthique face à des expressions, aux nouvelles expressions sexuelles en Afrique. Et dans cet ouvrage-là, le père Vincent dit à un certain niveau de faire attention, de ne pas négliger l'homophobie qui se manifeste en Afrique. Donc c'est une réalité qui existe en Afrique. Dans le cadre des projets sur lesquels j'ai intervenu, des enquêtes ont été menées qui montrent que la population togolaise est assez répulsive par rapport à ces questions-là. Et donc, face à ça, même s'il y a des questions de droit, les personnes qui appartiennent à ces communautés minoritaires devraient faire recours au principe de réalité pour comprendre que voilà, l'environnement social est assez violent vis-à-vis d'eux et savoir être discret et non, mais pas hypocrite, mais dans la discrétion, vivre leurs différences sans pour autant s'exprimer, parce que lorsqu'ils s'expriment assez ouvertement, quelquefois c'est comme ils heurtent la sensibilité des autres et c'est ce qui déclenche quelquefois ces violences-là. C'est ce que moi je peux dire à ce niveau-là. Donc ils sont victimes de violences. Or, tous les textes juridiques au Togo assurent à toute personne togolaise la protection de sa personne, la protection de sa vie privée. Donc en principe, il n'y a rien qui puisse justifier qu'il soit victime de violence. Et donc, si une personne est en infraction, personne n'a le droit de se faire justice soi-même. Donc, il faut le conduire devant... En principe, ces personnes-là qui exercent des violences sur eux devraient être poursuivies par la justice, en principe. Ouais. D'accord. Alors, on va donc en même temps rester avec vous pour connaître beaucoup plus sur les différentes formes en termes d'orientation sexuelle. Okay. Comme on l'a dit plus tôt, ce qui nous vient à l'esprit, c'est les homosexuels. Même des fois, on a autant oublié les lesbiennes. Et ce qui reste en tête, c'est l'hétérosexualité. Dieu a créé l'homme et la femme. C'est comme ça que les deux sont censés être attirés. Donc, la vidéo nous a permis de rencontrer d'autres nouvelles formes qu'on n'a pas forcément compris à travers ces deux phrases dites. Est-ce que très rapidement, on pourra revenir sur les différentes formes d'homosexualité? D'orientation sexuelle, oui. Les différentes formes d'orientation sexuelle, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et le sigle courant que nous connaissons, c'est LGBTQI. Oui. Donc, le sigle courant, si on va le définir, c'est L, c'est lesbienne. Donc, les lesbiennes, c'est des filles, des femmes qui ont une attirance vis-à-vis des femmes, une attirance sexuelle vis-à-vis des femmes. Donc c'est comme ça on l'a défini. Et le B, c'est bisexuel. Bisexuel, donc c'est des personnes qui ont tantôt une attirance vers le sexe opposé, mais tantôt une attirance vers le même sexe. Donc on peut dire que de temps en temps ils sont homo, et puis de temps en temps ils sont hétérosexuels. Voilà. Et le T, c'est les transsexuels. Donc les transsexuels, c'est justement les personnes qui ont un sexe assigné dans lequel ils ne se ressentent pas. Voilà. C'est une fille, mais qui se sent dans la peau d'un garçon. C'est un garçon à travers le sexe assigné, mais qui se sent dans la peau d'une fille. Voilà, ça c'est les transsexuels. Donc après le T, le Q, c'est le queer. Queer, c'est un peu un terme générique pour englober les différentes formes qui existent, mais qui ne sont pas assez précis comme ça. Et le queer, généralement, quelquefois, on dit que c'est des personnes un peu étranges. Voilà. Et donc, puisqu'ils ne concordent avec une forme connue en tant que telle. Mais ils sont attirés envers quel sexe finalement? Oui, ceux-là, par exemple, non seulement ils sont un peu étranges, ils sont particuliers, mais ils peuvent de temps en temps être sexuellement attirés vers voilà, le bi, l'hétéro. Pas une définition claire, pas assez fixe. Voilà. Et puis le I, c'est les intersexuels. Les intersexuels, le terme ancien, on les appelait les hermaphrodites. Donc c'est des personnes qui ont
et en termes de sexe biologique, ils ont les deux formes deux formes de sexe. Donc ça, ils présentent un sexe féminin et puis un sexe masculin, mais développé à des degrés différents. Voilà, donc quelquefois, il y a une prédominance du sexe féminin, quelquefois il y a une prédominance du sexe masculin. Et donc dans ces cas, quelquefois des interventions chirurgicales permettent très tôt à la naissance d'interrompre un des sexes et de garder celui qui est le plus prédominant. Voilà. Et donc, au-delà de... Donc, généralement, lorsque, et dans ces terminologies d'orientation sexuelle, lorsque une personne correspond à son sexe assigné, on les appelle les cisgenres. C'est les cisgenres. Donc, ça veut dire que le sexe qu'on m'a attribué, eh bien, à la naissance, donc je me sens réellement dans la peau de ce sexe-là. Donc, je suis un cisgenre. Mais lorsque la personne-là ne se sent pas dans la peau du sexe attribué, il devient un transgenre. Voilà. Donc, il y a les asexués, comme la vidéo l'a présenté, les pansexuels, donc qui ont donc des orientations sexuelles pas fixes, donc envers toutes les orientations, toutes les formes d'orientation qui existent. Voilà. Est-ce qu'on pourrait classer les sœurs, les frères, les prêtres dans les asexuels? Les frères. Oui, les sœurs, ceux qui sont dans les couvents qui n'ont pas de rapport sexuel. Ok, je comprends. Non, les sœurs, vous savez que une des conditions pour devenir religieuse, ah oui, les religieuses, voilà, pour devenir religieuse ou bien pour devenir prêtre ou bien pour devenir religieux, c'est on s'assure que la personne est en possession entière du fonctionnement de ses organes. Mais elle ne doit pas l'utiliser. Voilà, c'est ça. Donc, ici, c'est une question d'engagement volontaire à ne pas pratiquer le sexe. Donc, on parle du vœu de chasteté. Yeah. Voilà. Donc, les catholiques parlent de vœu de chasteté. Donc, la personne s'engage volontairement à ne pas utiliser son sexe. Alors que nous savons que, voilà, le sexe, il est là pour être utilisé. Donc, la personne fait don à Dieu de son sexe, il ne va pas l'utiliser. Et il va utiliser... Tu vas donner là, toi-même pour répondre. Oui, parce que l'utilisation du sexe va engendrer d'autres conséquences. Ça va engendrer la paternité pour le prêtre. Et or, un prêtre qui a des enfants et autres là, même si dans d'autres confessions religieuses, les pasteurs et les prêtres se marient. Donc, dans l'église catholique particulièrement, c'est dit que les prêtres ne se marient pas. Et donc, chaque personne ayant le droit d'avoir la religion qui lui convient. Donc, je pense que nous n'avons pas à rentrer dans les critiques. Ça c'est vrai. Ça, oui. Donc ici, mais ce n'est pas une question d'asexualité là-bas. C'est une décision volontaire de ne pas utiliser le sexe. Voilà, c'est bien différent. C'est bien différent d'asexuel. D'accord. Depuis le 22 moment, il y a toujours su que je ne veux pas être prête. Alors, est-ce que vous en abordez de cette thématique lors de vos discussions avec les jeunes pour parler de l'orientation sexuelle, l'hétérosexualité, etc., etc. Sans mentir, sans faire des détours, non. Hein. Ce genre de sujet, c'est vraiment un sujet vraiment tabou. Et ça, je dis la personne, peut-être qui est homosexuelle, qui est gay, bien qui est lesbienne, c'est pas facile de venir parler à quelqu'un, même si c'est ton ami fidèle, c'est pas facile de venir parce que tu sais pas à quelle réaction s'attendre. Vous pouvez être des amis, mais peut-être si tu le parles de ton orientation sexuelle, tu sais pas comment la personne va prendre ça. Et c'est ce travail aussi on doit faire, sensibiliser les personnes pour accepter ce genre de personnes. Ce que je disais, tu peux être d'accord avec son orientation sexuelle, mais quand même, accepte cette personne comme telle qu'elle, ne la violente pas, elle reste dans son coin, tu restes dans ton coin. Non, je pense que c'est ce travail qu'on doit faire maintenant, sensibiliser les gens pour vraiment savoir vivre avec ce genre de personnes. Puisque monsieur l'avait dit, par exemple, mieux on arrive à détecter ces personnes, on arrive à encadrer les IST, mieux toute la population sera bien contrôlée. D'accord. Et même lorsqu'on va aller dans ce sens,
Quels sont peut-être les stéréotypes dont ils sont victimes? Lorsqu'on parle des personnes qui ne sont pas hétérosexuelles, qui ne rentrent pas dans la ligne droite tracée par notre société. Quels sont les stéréotypes, quelles sont les normes sociales qui entourent leur pratique sexuelle? Ouais, par exemple, quand on voit des hommes qui ont un comportement de filles, Oui. c'est-à-dire, on n'est même pas que, c'est-à-dire, en tant que garçon, tu veux même pas que la personne là t'approche. C'est-à-dire, tu lui refoules en même temps, on dit, ah, c'est un garçon, mais on dit quoi, Boutouera, là, tu vois, Voilà. des trucs comme ça. Et je pense que c'est pas bien. Je me mets à la place de cette personne, mais pas en tant que homosexuel, en tant qu'autre chose, on te fait des choses comme ça, comment tu vas apprendre ça. Donc, à chaque fois, c'est ça, hein, quand vous êtes là, entre jeunes. C'est-à-dire, et c'est rare de voir peut-être un gay avec ses amis garçons. C'est très rare. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais on les accepte pas. C'est ça le problème aussi. On les accepte pas. On veut même pas, c'est-à-dire s'afficher avec eux. Et c'est désolant, mais bon. C'est ça, je dis, c'est la sensibilisation, en fait. C'est la sensibilisation. Alors, monsieur Jules, quels ont été les stéréotypes qui ont été mis en évidence? Mais qu'est-ce qu'ils vous ont rapporté? De quoi ils sont réellement victimes? On dit ça en gros qu'ils sont victimes, ils sont stérilisés, ils sont stigmatisés. Ouais, je vais me laisser penser là. Oui, c'est ça. Les stéréotypes, ils sont nombreux. Les stéréotypes, les préjugés. Oui. Et donc, c'est des jugements tout faits. Des jugements préconçus et à l'endroit des personnes. C'est ça qu'on appelle les stéréotypes, les clichés. Et vis-à-vis de la communauté, des minorités sexuelles, des LGBTQ, les stéréotypes dont ils sont souvent victimes, c'est par exemple le fait de penser que voilà, les homosexuels, c'est des accros à la sexualité. Vous voyez, non? Donc c'est une image qu'on a, que une personne, beaucoup de personnes ont sur eux comme ça. Ou bien de penser que voilà, ils sont à la base de la propagation du VIH ou des IST dans la communauté. Donc c'est des stéréotypes comme ça. C'est des jugements de ce sorte-là. Ou quelquefois, penser que quelqu'un qui a des tendances homosexuelles, eh bien, c'est quelqu'un qui est femme. Voilà. Puisque un homme normal devrait être attiré par une femme. Mais lorsque quelqu'un exprime des tendances homosexuelles, on va penser que il est femme, quoi. Et donc, socialement, on le perçoit comme une femme. Et donc, ces stéréotypes, ces préjugés dont ils sont victimes, là, justement, sont déclencheurs de comportements de stigmatisation, des insultes, des injures, d'une perception négative qu'on a d'eux, qui malheureusement dégénèrent en discrimination, en des comportements concrets, pratiques, d'exclusion, de violence sur eux. Et donc, c'est l'inconvénient des préjugés, des stéréotypes que l'on a. Les stéréotypes, c'est quoi? C'est que une personne vit une expérience unique avec un individu et à partir de cet individu-là, elle va généraliser donc l'expérience qu'elle a vécue là à toute la communauté de cet individu-là. Voilà, donc j'ai fait la cour à une jeune fille qui a accepté facilement. Cette fille-là est originaire d'une communauté donnée. Je dis voilà, la communauté de cette fille-là, que c'est des filles faciles. Ouais. Vous voyez, non? Donc, c'est des préjugés. À partir d'une simple expérience, et on généralise sur toute une communauté. Alors que, donc, ce n'est pas vrai. Les préjugés ne reflètent pas la réalité des choses. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention extrêmement aux préjugés qui nous gouvernent nous-mêmes dans la perception que nous avons des autres. Voilà. Vis-à-vis, voilà, je pense que je voudrais revenir sur un truc. Il y a, par exemple, quand on voit par exemple un garçon avoir des comportements de fille, on pense en même temps que c'est un gay, alors que ce n'est pas le cas. Quand on voit un garçon en même temps, tu vois, on se dit, la première chose qu'on dit, c'est un homosexuel. C'est un homosexuel, alors que c'est tout à fait faux. Je suivais une émission,
c'était un peu, il y a un homosexuel dedans, j'ai oublié son nom, on l'appelle Mathieu, un truc comme ça, c'était un peu. Quand tu le vois, lui, il est homosexuel, mais c'est-à-dire, il est garçon, quoi, il est tiré. Les garçons comment? Quand tu le vois, il est en forme, il est costaud. Et puis lui dit, quand il voit, c'est-à-dire, les homosexuels qui font des trucs de femmes, qui ne sont pas des homosexuels, selon lui, vraiment homosexuel, c'est pas le fait de s'exprimer en faisant des trucs de filles, que c'est pas ça. Voilà, quand tu le vois même. Donc, c'est ça. Oui, Si on a ces préjugés, on voit quelqu'un avoir ce comportement, on pense directement qu'il est homosexuel, que c'est pas ça. Et peut-être on peut violenter cette personne pour rien du tout. Tu vois, donc c'est ça. C'est dommageable quand même. Il faut que nous revoyions notre manière de se sûr, comporter. Et c'est comment vous pensez, hein, c'est bien que même si vous l'êtes, c'est pas un préjugé, mais comment les homosexuels ou les homosexuels, les asexuels, les transsexuels, tous ceux qui ne rentrent pas dans la catégorie des hétérosexuels, comment ils vivent cela lorsqu'ils sont victimes de stigmatisation, des préjugés? Comment vous pensez qu'ils reçoivent cela? Est-ce qu'ils se disent que, ok, c'est moi, mais j'ai fait un choix qui n'est pas conforme à la société, donc j'accepte? Ou comment ils vivent cela? Moi, je peux me mettre dans le pot quand Justement, même. je ne sais pas si vous l'êtes ou pas. Et que voilà. Non, vu que je n'ai jamais eu à discuter avec ce genre de personnes aussi. On peut peut-être estimer, hein, nous sommes des êtres humains également, comment on peut se sentir lorsqu'il y a des personnes qui n'acceptent pas notre choix. Oui, c'est ça, je disais. Même si ce n'est pas en tant qu'homosexuel, c'est-à-dire quand tu prends une décision et d'autres personnes sont contre, c'est-à-dire tu as ce sentiment, tu es frustré, c'est-à-dire tu es vraiment frustré. C'est-à-dire tu te sens vraiment écarté des autres personnes, c'est un sentiment qui amène, ça peut amener des suicides, hein. Ça c'est vrai. Voilà, il y a j'ai entendu plusieurs histoires comme ça, c'est-à-dire des lesbiennes, des homosexuels, c'est-à-dire ils sont rejetés même par leur famille, même par leurs propres parents, ça autre, tu vois. D'où vient le premier rejet. Voilà. Donc ils peuvent aller même jusqu'au suicide. C'est dommageable. Mais est-ce que, bon, je ne sais pas, en tant que parent, en tant qu'éducateur, quelle serait peut-être la réaction lorsque votre enfant vient vous dire que papa, je suis attiré par les hommes, au cas où il soit peut-être un garçon, ou votre fille vient vous dire que papa, je suis attiré par les femmes? Et comment papa africain se comporterait? Oui, il y a des vidéos qui ont circulé comme ça qui montraient une dame, une demoiselle qui est venue avec une autre demoiselle et se présentait à ses parents. Et donc le papa, il est allé chercher un fusil, vous voyez, non? Il est allé chercher un fusil. Donc ça, c'est un cliché qui montre un peu comment la société africaine... Oui. Donc les gens théâtralisent un peu la réaction qu'eux, ils peuvent avoir vis-à-vis de cette communauté. Donc ce n'est pas des vidéos anodines. Donc c'est des vidéos qui font un peu la promotion de la violence vis-à-vis de cette communauté, alors qu'il est possible justement de créer des vidéos dans lesquelles on montre des parents qui ont une écoute active vis-à-vis de leurs enfants qui manifestent des tendances sexuelles qui ne sont pas conformes aux tendances dominantes, qui ne sont pas conformes aux tendances admises dans la communauté. C'est une question d'écoute et de dialogue. De manière générale, les questions de sexualité, c'est des questions taboues. Et pour permettre aux jeunes de traverser les différents défis liés à leur sexualité, il n'y a rien que le dialogue et les discussions avec eux. Donc, en tant que parent, se montrer ouvert et discuter avec l'enfant et voir comment lui-même il est en train de vivre cette tendance-là qu'il est en train d'exprimer. Et l'aider, si il rentre, il vous fait confiance, il rentre dans la dynamique d'être aidé, l'aider, parce que l'écoute active ici, c'est quoi? C'est l'écouter afin qu'il exprime ses besoins et ne pas faire un choix à sa place. Voilà. Si c'est vraiment une tendance affirmée de sa part, l'aider à la vivre et même le protéger vis-à-vis des personnes qui peuvent être tentées de lui faire du mal. Voilà. Et donc, dès lors qu'il va se sentir protégé par vous, il vous fera confiance. Et tout problème qu'il va rencontrer, il reviendra vers vous vous serez comme un confident. Voilà. Et très tôt, les parents, s'ils communiquent comme ça avec les enfants, ils pourront diagnostiquer si les enfants manifestent des tendances. Et quelquefois, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui,
aucune étude, aucune thérapie n'a permis de changer ces personnes-là. Oui. On a tenté toutes les thérapies possibles. Lorsqu'une personne manifeste cette tendance-là, c'est difficile de le changer. Surtout lorsque c'est une tendance assez profonde et stable chez l'individu. C'est à telle enseigne qu'autour des années 1970, puisque l'homosexualité était catégorisée comme une déviance, comme une maladie, une pathologie. Mais dans les années 70, l'OMS a sorti l'homosexualité de la catégorisation des maladies. Et pour dire que voilà, il faut plutôt traiter ça autrement que comme une maladie. Et dès lors, donc, les communautés africaines pensent que non, l'homosexualité n'a jamais existé en Afrique, que c'est une importation. Alors que la plupart des communautés ont des termes dans les langues locales pour désigner l'homosexuel. Ce qui est un signe que ces communautés-là étaient en contact avec l'homosexualité depuis longtemps, bien avant le contact avec la colonisation. Quand on regarde, par exemple, l'aspect juridique au Togo, le code pénal ou les lois qui pénalisent l'homosexualité au Togo ont commencé autour des années 1920 avec la colonisation française. Même à l'époque allemande, ces lois-là n'existaient pas. Et donc, la façon dont l'article-là est formulé dans le code pénal de 2015, c'est pratiquement sous cette forme-là qu'il était écrit dans les années 2020. Et donc, ce n'est qu'une récupération de quelque chose qui a été édicté par la colonisation que nous sommes en train de perpétuer. Alors qu'il est possible de créer, d'avoir des sociétés qui acceptent la diversité, des sociétés tolérantes. Donc, des dispositions juridiques pouvaient être favorables à l'édification des communautés qui tolèrent et qui ne sont pas agressives. Lorsque la façon dont même l'homosexualité est pénalisée, on dit des relations contre nature. Oui. Donc, c'est même des infractions difficiles à constituer. Parce que pour poursuivre quelqu'un pour relation contre nature, il faut l'avoir surpris en train de faire l'acte. Voilà, Et donc, or, les rapports sexuels se pratiquent dans un cadre intime. Dans un cadre intime. Donc, et la législation... Et on va commencer par fouiller les chambres. Voilà, on va fouiller des chambres. Mais c'est que déjà, dès lors que la personne s'affirme comme homosexuelle, donc on suppose déjà qu'elle commet l'acte. Donc, c'est une supposition. Or, on ne peut pas punir une personne sans avoir apporté la preuve matérielle de la faute qu'il a commise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en fait, cet article-là qui pénalise l'homosexualité au Togo, vous allez voir que c'est un article qui n'a pratiquement jamais été appliqué en tant que tel. Lorsque les homosexuels sont en difficulté avec la justice et autres, là, c'est pour d'autres motifs. Donc, mais qui sont en maille avec la justice. Quelquefois, c'est des problèmes de violence, quelquefois, c'est des problèmes d'usage de stupéfiants et autres, là, pas en lien directement avec vraiment la commission d'un acte contre nature. Voilà. Ce qu'on a remarqué aujourd'hui, c'est cette affirmation de cette petite communauté. Comme on l'a dit, ça existait depuis bien longtemps, mais ils se cachaient. Aujourd'hui, qu'est-ce qui leur a donné assez de force, selon toi, pour monter sur les réseaux sociaux, pour affirmer que voilà, je suis peut-être lesbienne, je suis gay, je suis trans, je suis ça, je suis ça, je suis ça? La réponse, c'est encore les réseaux sociaux. Hein. C'est les réseaux qui l'ont permis de vivre, c'est-à-dire, il y a eu un tout temps, même en Europe, on a eu des trucs, des coming out, c'est coming out, non, voilà, coming out. Donc je pense qu'avec les réseaux sociaux, ça vraiment, c'est-à-dire, les gens se disent, mais pourquoi je vais me cacher maintenant? Il faut que, c'est-à-dire, je veux vivre comme je le souhaite, comme je suis, je ne vais plus me cacher. Donc je pense que c'est ça vraiment qui a motivé les gens, surtout chez nous aussi, c'est-à-dire, à faire le coming out, entre guillemets. Donc ça les a vraiment modifiés. Et comment, tu vois, quand je parle de... Ils se sont mis à affirmer, à accepter d'abord ce qu'ils sont et à s'affirmer. Et aussi même la question, lorsque vous avez parlé de lorsque les parents vont commencer par discuter avec les enfants, ils vont savoir tôt si leur enfant est peut-être attiré par ça et par là. Ce qui me pousse donc à savoir comment on sait
Si peut-être on est une femme, comment on sait si on se sent homme, comment on sait si on est attiré par les hommes? Est-ce qu'il va falloir tester de tous les bords pour voir que je suis beaucoup plus à l'aise avec celui-ci? Ou parce que lorsque tu viens naturellement, tu te dis que c'est un homme qui doit t'attirer. Donc tu es poussé peut-être à chercher un homme si tu es une femme. Et le garçon aussi est poussé à chercher une femme. Est-ce qu'on se pose réellement la question pour savoir, bon, j'ai finalement quelle identité en termes de genre ou quelle orientation sexuelle? Donc, l'orientation sexuelle, il n'y a pas un film décrit de sa naissance et de son évolution. Donc, chaque individu vit son expérience personnelle. Et donc, certaines personnes peuvent ressentir leur orientation sexuelle très tôt, alors que d'autres personnes peuvent la ressentir de manière tardive. Voilà. Donc, c'est une attirance. Donc, c'est une attraction et qui n'a pas d'autre forme d'explication que cette attraction-là. Et lorsque l'individu donc a cette attraction, elle va elle-même constater que voilà, elle a une sorte de répulsion vis-à-vis, par exemple, du sexe opposé. Et même, elle se sent à l'aise avec... ce qu'on peut noter aussi à ce niveau, c'est que quelquefois, ce n'est pas forcément des questions de relations sexuelles. Quelquefois, c'est juste une attirance romantique, une attirance sentimentale, se sentir à l'aise avec le même sexe. Mais seulement, quelquefois, ça peut aller jusqu'au désir physique. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui naît chez certaines personnes et qui peut se développer, qui peut même s'arrêter en cours de route et permettre un retour vers l'hétérosexualité qui est la forme dominante. Et d'autres personnes qui ne manifestaient pas cette tendance-là dans l'enfance, à un moment donné, vont sentir que non, ils découvrent nouvellement quelquefois, après même une expérience hétérosexuelle, elles se rendent compte que non, que ce n'est pas des expériences qui les épanouissent. Et finalement, elles découvrent qu'avec l'autre sexe, le même sexe, elles se sentent beaucoup plus à l'aise. Et donc, c'est dans une relation d'intimité. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'études scientifiques qui montrent les facteurs qui poussent à ça. Et il y a des tentatives d'explication, par exemple, par la théorie psychologique, mais c'est aussi une théorie qui n'a pas acquis l'unanimité de tous les scientifiques. Voilà. Toutes les théories, aucune théorie n'a pu gagner l'unanimité dans l'explication causale de ce phénomène-là. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à expliquer la cause et qu'on ne peut pas traiter, autant accepter ces personnes-là. Il a expliqué que la discrimination, la stigmatisation dont sont victimes ces personnes différentes les amène quelquefois certaines personnes à se suicider. Et avant d'en arriver à ces extrêmes-là, c'est l'isolement. Donc c'est le manque d'une participation à la vie sociale. Donc une vie recluse. Et donc dans la vie recluse, elle peut être victime de toutes sortes de choses. Et en menant une vie recluse, donc, elle n'arrive pas à avoir accès aux services qui sont mis à la disposition de tout le monde, ce qui est une sorte d'entorse à ces droits fondamentaux de participation à la vie communautaire, de liberté d'aller et venir. Voilà. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, ce n'est pas un processus qui est figé. Non, c'est pas l'orientation figé. sexuelle, ça peut changer au fil du temps. C'est fluide, quelquefois fluide. Et donc, ça peut commencer tôt chez certaines personnes et évoluer. D'autres personnes, dans l'enfance, ça ne se manifeste pas, mais à un âge donné, ça se manifeste. Mais le constat, c'est qu'ils sont là. Et ça ne se voit pas au visage. Moi qui vous parle, si je suis tel de la communauté et je ne fais pas le coming out, comme il l'a dit, vous ne le saurez jamais. Vous voyez? Et beaucoup de gens, les enquêtes dont j'ai parlé tout à l'heure, quand vous lisez les documents, c'est toujours stipulé que c'est sous-estimé. Parce que beaucoup ne veulent pas se dévoiler. Ça veut dire que...
Mais c'est une question minoritaire. Moi, souvent, c'est ce que j'explique. Hein. Je dis, parce que les gens qui contre-attaquent, qui disent que non, si on laisse développer, eh bien, on va aboutir à une société où on ne pourra pas se reproduire. C'est vraiment un phénomène minoritaire et il demeurera minoritaire jusqu'au bout. Donc, il ne va pas remplacer la majorité un jour. Voilà, parce que vous voyez par exemple le phénomène des personnes handicapées. Dans chaque communauté, on a, c'est comme une sorte de constance. Dans les communautés humaines, il y a les études sociologiques, les études scientifiques, médicales permettent d'établir ces constances-là. Malheureusement, comme c'est un phénomène au niveau mondial qui est encore quelquefois un peu clandestin, donc ça ne permet pas de faire une enquête exhaustive et de déterminer la taille réelle de ces communautés-là. Ils existent de toutes les manières. Alors, David, qu'est-ce qui sont selon toi des solutions idoines pour arriver à créer des espaces sécurisants pour tout le monde, y compris des personnes qui n'ont pas l'orientation sexuelle dominante que nous connaissons? C'est la première chose, c'est la sensibilisation sur cette thématique et amener les gens à accepter ces genres de personnes, discuter avec ces genres de personnes. Il ne faut pas les mettre de côté. Quand vous êtes en groupe, tu sais que peut-être il y a de cette orientation sexuelle. Et il ne faut pas le mettre à côté, essayer d'être avec ces partages. C'est-à-dire partager ce qu'on vit avec ces genres de personnes, ne pas le mettre. Ça leur permettra encore c'est-à-dire de s'exprimer envers ces genres de personnes, c'est-à-dire d'exprimer leurs sentiments, ce qu'ils ressentent vraiment. Et il ne faut pas les laisser de côté, vraiment, c'est très important. D'accord. Merci beaucoup, David. Ta réponse clôturée, M. Jeu. Vous savez, et j'ai eu le témoignage d'un des acteurs dans la riposte contre le VIH. Une fois, on était en réunion et il témoignait que au début de la lutte contre le VIH, les gens, certaines personnes, même du corps médical, hein, ont estimé qu'il fallait créer des camps où il faut les personnes identifiées comme séropositives, là, on va les mettre là-bas et puis les traiter. Vous voyez? Et au moment où il faisait ce témoignage, la lutte avait suffisamment gagné du terrain. Et les séropositifs n'étaient plus victimes de discrimination et de stigmatisation comme c'était au début de la lutte. De la même manière que le VIH ne se contamine pas lorsque on discute entre nous comme ça, l'orientation sexuelle aussi n'est pas aussi contagieuse. Donc, comme il a dit Damtaré, c'est la sensibilisation. C'est la culture de tolérance, la culture d'ouverture et du respect de la diversité. Ce n'est que de cette manière-là que nous pouvons créer un espace où personne n'aura peur de vivre sa différence. Et en vivant une différence, vivre une différence ne peut pas justifier une supériorité ou une infériorité. Voilà. Surtout en termes de droit, en termes d'accès aux droits, surtout comme nous sommes dans le domaine de la santé, d'accès au droit à la santé, voilà, aux services de santé. Et donc, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, que ce soit les professionnels de santé, que ce soit nous les jeunes, et être ouverts et discuter avec les gens en toute liberté et ne pas les priver de leurs droits parce qu'ils ont une orientation sexuelle différente de celle qui est prédominante dans notre communauté. Merci beaucoup, M. Jules. Merci beaucoup, M. Damétar. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. J'espère que vous avez beaucoup appris. Ce que moi j'ai retenu essentiellement, c'est que l'orientation sexuelle, elle n'est pas contagieuse. Donc, nous pouvons discuter avec nos enfants, nous pouvons discuter avec nos pères pour en connaître beaucoup plus sur ce qu'ils ressentent réellement en eux et leur apporter ne serait-ce que la tolérance, le respect de la diversité. Parce qu'il faut retenir que ce qui nous enrichit, c'est cette diversité-là que nous avons. Prenez soin de vous, respectez votre prochain, protégez-vous et vivez pleinement votre sexualité parce que votre santé et votre bien-être aussi en dépend. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro et n'oubliez pas de rester branchés sur les programmes de votre chaîne santé et sur votre TV. Au revoir.